Bien, bonjour et bienvenue à tous. J'ai l'impression que je fais bien de dire à la fin de chaque cours si le Bouddha nous prête vie, parce que je dois dire qu'hier soir, j'ai craint d'avoir été percuté par un virus. Bon, heureusement, il a eu le bon goût de s'éloigner pour l'instant, mais on est tous menacés. Alors, la semaine dernière, nous avons vu que pour peu que l'on remette dans leur contexte les quelques citations sempiternellement mises en avant par la pensée Minpen, c'est-à-dire la pensée qui donne la primauté au peuple, justement pour prouver que c'est le peuple qui est premier dans la pensée politique confucéenne. Alors, pour peu qu'on fasse ça, force est de constater que ce qui prime dans le contexte confucéen est et reste le souverain, qui est et reste unique source de pouvoir, aussi naturellement qu'il ne peut y avoir qu'un seul soleil dans le ciel, enfin quand il veut bien se montrer. Donc, nous avions vu cette formule citée à la fin du paragraphe 5A5 du Mencius. Donc, c'est une citation qui est tirée du livre des documents, du Shujing, que vous avez ici, donc, tout à la fin. Cette formule, donc, Tian Shi Zi Wo Min Shi, Tian Ting Zi Wo Min Ting, c'est-à-dire le ciel voit par les yeux du peuple, le ciel entend par les oreilles du peuple. Et cette formule est donc éclairée par le paragraphe précédent, à savoir donc 5A4, où Confucius, en personne, est cité donc au discours direct, vous l'avez en rouge ici, Kongzi Yue, Tian Wu Er Ri, Mi Wu Er Wang. Donc, de même que le ciel n'a pas deux soleils, le peuple n'a pas deux rois. En somme, si on met bout à bout ces deux citations sur le ciel, donc la seconde vous dit que c'est le peuple qui représente ce que le ciel voit et entend, mais la première dit bien que le peuple a au-dessus de lui un souverain et un seul, de même qu'il a au-dessus de lui un soleil et un seul. Or, nous avons vu que cette formule est reprise et répétée quasiment à l'identique dans de multiples sources, principalement des sources ritualistes et généralement datées d'époque Han, ce qui est d'ailleurs l'occasion de rappeler que les traités rituels de l'Antiquité chinoise sont en fait de véritables traités politiques. Quand vous les lisez dans le détail, vous avez l'impression qu'ils vous donnent des détails extrêmement minutieux sur le nombre de pendeloques qu'a sur sa coiffe un dignitaire de tel rang, etc. Alors qu'en réalité, tous ces données rituelles sont des données concernant la hiérarchie du pouvoir. Donc vous vous rappelez sans doute toute cette kyrielle de citations tirées du Li Ji, c'est-à-dire donc le traité des rites, et en bas de la diapositive le Ta Dai Li Ji, c'est-à-dire le traité des rites du grand Tai. Et même si vous ne lisez pas vraiment le chinois, vous reconnaissez un petit peu ces formules qui commencent toujours par Tian Wu Er Ri, c'est-à-dire le ciel n'a pas deux soleils. Et ensuite, vous avez des variantes. Donc, un même territoire ne peut pas avoir deux rois ou ne peut pas avoir deux princes, etc., etc. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que cette formule
a fait florès sous diverses formes et jusqu'à aujourd'hui, j'en veux pour preuve cette planche qui est tirée donc de l'œuvre d'un dessinateur de bande dessinée de Singapour qui s'appelle Charlie Chan Hok-chie, donc c'est pas Charlie Chan l'acteur, hein, mais c'est quelqu'un qui est né en 1938, donc qui était basé à Singapour. Et donc vous avez en tête de la planche une formule en chinois qui vous dit Yishan Purong Erhu, c'est-à-dire, et qui est traduite en anglais en dessous, One mountain cannot abide two tigers. C'est-à-dire donc une montagne, une seule montagne ne peut pas contenir deux tigres. C'est-à-dire que dans une montagne, vous ne pouvez avoir qu'un seul souverain, un seul maître, c'est-à-dire ici un seul tigre. Alors, dans toutes ces sources ritualistes, la formule signifie que donc de même qu'il ne peut y avoir qu'un seul soleil dans le ciel, il ne peut y avoir qu'un seul père, c'est-à-dire un seul chef de famille dans l'ordre humain, et en conséquence qu'un seul souverain, c'est-à-dire une seule source de pouvoir dans l'ordre politique. Et j'insiste bien sur le fait que c'est l'ordre familial, c'est-à-dire l'ordre patriarcal du père de famille, qui prime, puisque c'est le modèle pour l'ordre politique du rapport entre le souverain et ses sujets ou ses ministres. Alors ces sources ritualistes, nous l'avons vu, sont absolument formelles. Ici, on ne parle même pas, bien sûr, de pluralisme, mais, comme on l'a vu, et encore sur cette planche de BD, même le 2 n'est pas possible, à quelque niveau que ce soit, c'est-à-dire que ce soit le niveau cosmique du Tian, que ce soit le niveau politique du Guo, que ce soit le niveau familial du Tia, parce que, comme dit donc la formule, les deux formules du bas de la diapositive, donc celle du Liji 46 et du Dada Liji 39, vous avez donc ce membre de phrase récurrent, donc yi zhi zhi ye, c'est-à-dire on ne peut gouverner que par le 1, yi. Bon. Alors, vous voyez ici que le yi, alors si vous savez un petit peu compter en chinois, vous savez que 1 se dit yi, avec un seul trait, mais ici, dans les textes anciens, le i prend une valeur particulière, c'est vraiment le 1 qui veut dire seul ou unique, ce n'est pas simplement un numéral. Alors, cette, comment dire, on pourrait dire cette obsession du 1, vous l'avez aussi dans les entretiens, comme je l'ai dit la dernière fois. Quand on parle de la pensée politique confucéenne, on pense surtout au Mencius, mais il ne faut pas oublier que Maître Meng, donc Mencius en latin, se réclamait de l'enseignement de Confucius. Et alors donc dans les entretiens de Confucius, vous avez ces deux citations où vous voyez en rouge, là aussi c'est même pas la peine de lire le chinois, donc vous voyez que c'est la même formule qui revient deux fois. Donc la première fois dans le livre 4 au paragraphe 15, où vous avez ce dialogue, comme d'habitude, entre Zi, le maître, Confucius, et un disciple qui est ici Zhengzi, c'est-à-dire maître Zheng. Donc le dialogue procède ainsi, donc Zi yue Shenhu Wu Dao Yi Yi Guan Zhi. Zhengzi yue Wei Zi Chu Men Ren Wen Yue
何为也？曾子曰：夫子之道，忠恕而已矣。Donc le maître dit, Shen, c'est le nom personnel de maître Zeng. Alors Confucius, quand il s'adresse à ses disciples, les appelle par leur petit nom en quelque sorte. Ma voix, ou Tao, ma voix, procède d'une pensée une qui relie le tout. Vous retrouvez ici le yi, le un. C'est-à-dire, vous avez cette idée que son enseignement forme un tout et un seul qui est traversé de part en part, c'est l'idée de Quan, qui justement en fait un tout. Et c'est une pensée, on pourrait dire une pensée unique, mais c'est la pensée une qui relie le tout. Alors, le disciple, maître Zeng, répond oui, c'est-à-dire oui. Et ensuite, Zichu, vous avez une espèce de didascalie ici. Le maître sort, et alors les menren, les disciples qui se tiennent littéralement à la porte du maître, se demandent entre eux. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Ils sont un petit peu intrigués, donc dès que le maître a le dos tourné, ils commencent à se demander entre eux, mais t'as compris toi? Enfin, qu'est-ce qu'il voulait dire? Et maître Zeng répond, la voix, le Tao encore du Fuzi, c'est-à-dire du maître, consiste en la zhongshu, c'est-à-dire donc le zhong, on le traduit en général par la loyauté, mais ici, en fait, il s'agit d'une loyauté envers soi-même, c'est-à-dire une exigence envers soi-même, et shu, ce serait plutôt le fait de faire preuve de mansuétude envers les autres. Et c'est tout. Donc la pensée unique, la pensée une qui traverse tout l'enseignement de Confucius selon son disciple maître Zeng, c'est ça, c'est-à-dire donc être exigeant envers soi-même et faire preuve de bienveillance ou de mansuétude envers les autres. Ça, c'est toujours la leçon confucéenne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas établir un principe moral si ça ne commence pas par vous-même. C'est toujours, ça commence par soi-même. Donc cette formule revient dans le livre 15, au paragraphe 2 ou 3, selon les éditions. Zi yue, ci ye, ru yi yu, wei duo xue, shi zhi zhe yu, dui yue, ran, fei yu, yue, fei ye, yu, yi guan zhi. Donc, le maître dit, il s'adresse cette fois-ci à un autre disciple qui est Zigong, dont le nom personnel est Ci. Donc, tu penses, je crois, que je suis quelqu'un qui a Duoxue, qui a beaucoup étudié, beaucoup appris, et qui donc les a appris beaucoup de choses et qui les a en quelque sorte emmagasinés en tant que connaissance. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup étudié et qui connaît beaucoup de choses. Et Zigong répond, Ran, oui, c'est ce que je pense. Pourquoi? Parce que Fei Yu, c'est peut-être pas le cas. Et le maître répond, non, justement, Fei Ye. Non, parce que pour moi, c'est, encore une fois, le un qui relie le tout. Autrement dit, ici, le maître répond à son disciple qui semble penser que le maître est un maître parce qu'il sait beaucoup de choses,
Mais en fait, la réponse, ce qui importe, ce n'est pas l'étendue quantifiable du savoir, hein, de la connaissance, c'est plutôt de tenir justement à un seul principe qui tient ensemble justement toute la conviction d'une vie. Hein. Donc là, avec toutes ces citations, on voit qu'il y a une homologie parfaite entre donc l'ordre cosmique, l'ordre politique, l'ordre familial et même, on l'a vu dans ces dernières citations des entretiens, même au niveau éthique personnel, individuel. Donc tous ces ordres ou ces niveaux, en réalité, n'en font qu'un. Hein. Et ce un, cette unité originelle et fondatrice, on l'a vu, n'est autre que ce que les Chinois appellent le Tao, la voie. Alors, maintenant, à force d'observer la façon dont évoluent en Chine les thématiques intellectuelles au gré des injonctions idéologiques du moment, hein, j'ai cru remarquer un phénomène plutôt intéressant que l'on voit apparaître, par exemple, dans l'intitulé de cette conférence qui a été donnée récemment par un universitaire de Pékin, qui a été donc invité par plusieurs institutions sinologiques de la place de Paris à donner une conférence à l'université Paris-Cité. Je vous ai déjà montré l'affiche en question. Donc la conférence s'intitulait « Tao 何以成为中国文化的最高原理» Pourquoi le Tao est-il, alors je lis la traduction en français sur l'affiche, pourquoi le Tao est-il devenu le plus haut principe de la culture chinoise? Moi, je traduirais plutôt par comment se fait-il que le Tao soit devenu le principe suprême de la culture chinoise. Alors, le conférencier, que vous voyez bucoliquement assis sur fond de verdure, sur l'affiche, s'appelle donc le professeur Fang Zhaohui de l'université Tsinghua de Pékin. Donc là, vous ne pouvez pas imaginer donc plus top niveau, si j'ose dire. Alors, c'est quelqu'un qui est né en 1965, donc, qui a obtenu un doctorat en philosophie au département de philosophie de l'université Fudan en 1992. Donc, cette université Fudan que je connais bien, puisque j'y ai aussi étudié. Alors, il a travaillé au bureau central de compilation et de traduction et a été nommé à l'université Tsinghua en 1996, où il est donc actuellement professeur au département d'histoire et à l'Institut d'idéologie et de culture. Donc, bon, c'est dans son CV, vous voyez qu'il a été professeur invité à l'université Fuoguang de Taïwan, chercheur invité à l'université Harvard et également à l'université nationale de Séoul en Corée. Il est également membre du 5e conseil de la Confédération internationale du confucianisme et il est professeur également à l'Institut d'études confucéennes de l'Université du Peuple, l'Université Renmin, également à Pékin. Donc, son CV indique que son principal domaine de recherche est l'histoire intellectuelle chinoise, donc nous sommes collègues en quelque sorte, et il se concentre essentiellement sur le confucianisme et la modernité chinoise. Donc, c'est quelqu'un
qui, vraiment à pignon sur rue, si j'ose dire, concernant les classiques confucéens, les questions fondamentales du confucianisme, le mode de gouvernance confucéen, la théorie confucéenne de la nature humaine, et ainsi de suite. Alors, vous avez à droite de la diapositive la couverture d'un de ces nombreux livres sur le sujet. Celui-ci s'intitule Rujia Xiushen Zhi Dao, c'est-à-dire la voie de la culture de soi confucéenne. Donc c'est vraiment on pourrait dire quelqu'un qui fait autorité dans le domaine des études confucéennes. Alors on se demande comment il se fait que ce professeur Fang Zhaohui se mette tout à coup à s'intéresser au Tao. Vous savez comme moi, on en a beaucoup parlé ici, qu'on nous a beaucoup rebattu les oreilles avec un discours, on pourrait dire néo-confucéen, qui à la fois revendique dans une perspective assez nationaliste son identité chinoise et veut également se mesurer avec la démocratie libérale occidentale. Je vous rappelle tout ce que nous avons dit à propos du professeur Bai Tongdong, donc de l'université Fudan. Vous l'avez ici avec l'intitulé d'une de ses nombreuses conférences à l'étranger en anglais, qui dit Liberal Democracy and Confucianism, creating a hybrid for the 21st century, donc démocratie libérale et confucianisme, créer un hybride pour le XXIe siècle. Et en bas de la diapositive, j'ai également cité un de ces articles qui se rapporte plus à ce que nous venons de dire, un article qui s'intitule A Mencian Version of Limited Democracy, donc une version mencienne, tirée du Mencius, donc d'une démocratie limitée. Un article qui est paru dans la revue de théorie politique Res Publica, donc c'est l'expression latine qui a donné notre République, un article de 2008. Alors, donc, voilà, ce qui m'a intrigué, c'est que on observe plus généralement parmi les universitaires chinois et les sinologues occidentaux également un regain d'intérêt généralisé pour la question du Tao, la question de la voix, et en particulier son rapport avec le 1. Alors, il faut dire que traditionnellement ou classiquement, les chercheurs intéressés par cette question étaient avant tout des spécialistes d'études taoïstes. Alors, j'en citerai deux, qui se trouvent être deux grandes dames des études taoïstes en France, qui sont toutes les deux décédées prématurément et qui ont toutes les deux été chacune à leur manière des sources d'inspiration véritablement pour moi. Alors, je voudrais évoquer ici la mémoire d'Isabelle Robinet, qui est née en 1932 et qui est décédée d'un cancer donc, à l'âge de 67 ans, et qui est connue pour ses multiples ouvrages sur le taoïsme. Vous en avez ici deux, pris dans vraiment la masse de ces publications. Vous avez l'histoire du taoïsme, des origines au XIVe siècle, dont la première édition date de 1991 et qui a ensuite été rééditée, reprise à multiples occasions
par la suite. Et vous avez également, à droite de la diapositive, Comprendre le Tao, publié initialement chez Albin Michel en 2002. Alors, l'autre grande dame des études taoïstes que je voudrais évoquer ici, c'est Anna Seidel, que vous avez ici, qui est née en 1938 en Allemagne. Elle était allemande d'origine, mais elle a choisi donc de faire toute sa carrière donc en France. Elle s'est mise sous la direction d'un grand maître des études taoïstes de l'époque, qui était lui-même germanophone d'origine, Max Kaltenmark. Et donc Anna Seidel a suivi donc ce maître à l'EPHE, l'École pratique des hautes études, et ensuite fait sa carrière à l'EFEO, c'est-à-dire donc l'École française d'Extrême-Orient, dans le cadre de laquelle on l'a envoyé en quelque sorte au Japon, à Kyoto, pour diriger donc le fameux projet du Hobogirin, c'est-à-dire donc il s'agit d'un énorme dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, donc basé à Kyoto. Et c'est quelqu'un qui a également fondé les cahiers d'Extrême-Asie. Et donc elle est également décédée, alors encore plus prématurément qu'Isabelle Robinet, dans la cinquantaine, à 53 ans, là aussi d'une maladie assez brutale. Bon. Alors, je vous parle de ces deux grandes figures des études taoïstes françaises parce que, en fait, elles incarnent, enfin, disons, leurs travaux représentent, à mon sens, les deux principaux aspects de la question qui nous intéresse, c'est-à-dire donc cette fameuse question du rapport entre le Tao et le Un. Alors, Isabelle Robinet envisage la question du point de vue essentiellement philosophique. Alors, Isabelle Robinet, il faut dire qu'elle a été très, très influencée, et je pense que c'est ça qui l'a amenée aux études taoïstes, par en particulier la mystique rhénane, maître Eckhart. Et donc, comme vous allez voir, c'est quelqu'un qui envisage les textes taoïstes un petit peu dans cette perspective, c'est-à-dire de la philosophie et de la pensée mystique, alors que Anna Seidel, elle envisage la question du Tao plutôt comme monisme politique, c'est-à-dire une pensée du Un, mais d'un point de vue politique. Alors, pour vous illustrer un petit peu mon propos, je vais vous lire un petit extrait d'un article très long d'Isabelle Robinet, paru donc en 1995, qui s'intitule 1, 2, 3, les différentes modalités de l'un, avec un U majuscule, et sa dynamique. Et c'est paru justement dans les cahiers d'Extrême-Asie fondés par Anna Seidel en 1995, et c'est justement en fait dans un numéro spécial qui est dédié à Anna Seidel. Alors, dans cet article très long, Isabelle Robinet envisage toutes les combinaisons possibles entre le 1, le 2 et le 3, le 1, le 2, le 3 et le multiple. Et elle a une section de l'article consacrée donc à ce qu'elle appelle l'un transcendant et indistinct
l'un métaphysique au-delà du deux. Alors, je lis donc le texte d'Isabelle Robinet. Je vous préviens, attachez vos ceintures, hein, parce que c'est jamais très très facile à suivre. Hein, mais tout est parfaitement fondé, documenté, hein, et argumenté. Alors, la nature de l'un a donné lieu à des débats qui tournaient sur le sens même donné à ce terme. Pour certains, dont Wang Bi, qui a vécu de 226 à 249, donc vous voyez que aux yeux des études anciennes chinoises, on est presque à la modernité, au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Alors bon, Wang Bi, c'est un représentant de ce qu'on a appelé le néo-taoïsme, hein, juste au sortir de la dynastie Han. Donc, elle dit que Wang Bi fut le représentant le plus illustre et le plus convaincu, hein, de ce un métaphysique, et elle dit qu'il s'agit de l'un absolu hors toute chose. Et elle cite Wang Bi, donc, qui dit ceci, donc, un n'est pas un nombre, mais l'origine des nombres, dit Wang Bi, qui pose donc l'unité métaphysique, l'un comme principe unique de tous les nombres. L'un ne dénombre pas, il est le constitutif de chaque unité, l'équivalent de l'énade des énades de Proclus. Cet un métaphysique est parfois identifié au vide ou au Tao. Le manuscrit Taoyuan de Ma Wangdui, alors là, donc Isabelle Robinet commence à faire référence à des textes qui ont été exhumés de tombes, hein, qu'on a découverts dans les années 1970. Donc le manuscrit Taoyuan de Ma Wangdui en traite de même. Ainsi fait Krong Yinda, hein, qui est un commentateur du 6e, 7e siècle, hein, et elle cite donc le commentaire de Krong Yinda qui dit ceci: l'un est le vide, ni yin ni yang, il est dit le Tao. L'un qui obtient la non-existence de la non-existence est la non-existence vide. Alors, elle traduit non-existence, le terme chinois wu, que moi, pour ma part, je traduis très bêtement et très littéralement par il n'y a pas, hein, parce que wu, c'est le contraire de yo. Yo qui veut dire il y a. Yo, c'est le verbe avoir, hein, donc quand les textes anciens vous parlent de yo, ça veut dire c'est ce qu'il y a, il y a, et wu c'est le contraire, c'est-à-dire ce qu'il n'y a pas. Alors elle traduit évidemment dans des termes plus philosophiques en parlant de non-existence. Donc c'est pour ça que je vous disais attachez vos ceintures. Hein, donc l'un qui obtient la non-existence de la non-existence est la non-existence vide, c'est-à-dire le shu wu. Hein. Bon. Et Krong Yinda continue en disant la non-existence vide, alors là vous sentez quand même l'influence bouddhique, hein, bon, soit dit entre parenthèses, la non-existence vide est le grand vide, on ne peut y faire de distinction, c'est l'un et c'est tout. C'est pourquoi l'un est wu, c'est-à-dire il n'y a pas, hein, la non-existence. Sur le plan de la parole, c'est le de, la vertu ou la puissance du Tao. Si on en parle en tant que nombre, on l'appelle l'un. Si on en parle au plan constitutif, c'est-à-dire du Qi, on l'appelle le vide. En langage qui résume ces différents plans, on l'appelle la non-existence vide. Alors, le taoïste, c'est Isabelle Robinet qui continue, donc le taoïste Li Daochen, actif à la fin du XIIIe siècle,
retrouve Krongida en cela, puisqu'il écrit, donc elle cite, « L'un non existant, c'est-à-dire l'un Wu, engendre les 10 000 existants, c'est-à-dire Yo. » Ce qui ne l'empêche pas de dire par ailleurs que, elle cite de nouveau, le Tao a engendré le souffle 1 à partir du vide. Et il y a presque unanimité chez le commentateur de Lao Tzu pour identifier l'un au Tao dans le chapitre 39 du Tao Te Ching, même s'ils se contredisent par la suite en commentant le chapitre 42 qui dit le contraire, c'est-à-dire donc que c'est le Tao qui a engendré l'un. Donc là, vous allez avoir des discussions scolastiques, je dirais presque théologiques, sur la question de savoir, c'est pas l'œuf et la poule, mais est-ce que c'est le Tao qui a engendré l'un ou l'inverse? Est-ce que c'est l'un qui a engendré le Tao? Alors, Isabelle Robinet continue, et je conclus ici. Cependant, cette identification entre le Tao et l'un n'est pas acceptée par tous. Certains considèrent au contraire que le Tao est engendré par l'un, et cela est attesté par justement un commentaire au Huainanzi qui dit que l'un est la racine du Tao, et c'est également l'avis au IVe siècle de l'ère chrétienne de Guerong, un auteur qualifié de taoïste que nous étudions le jeudi après-midi, donc en séminaire, qui dit aussi le Tao est émergé de l'un. À ceci s'oppose donc l'assertion du Lao Tzu 42 selon laquelle le Tao engendre l'un et à laquelle donc il sera largement souscrit dans la suite de la tradition taoïste. Bon, alors j'arrête là, je vous épargne en fait la suite. Vous avez un article qui fait plusieurs dizaines de pages, donc je vous laisse le lire vous-même. Alors, pour ce qui est de Anna Seidel, dont je vous disais justement que ses travaux envisagent donc un autre aspect important de la question, Anna Seidel a été en particulier pionnière dans l'étude du taoïsme dans ses relations avec l'État à partir des Han. Et elle s'est penchée en particulier sur l'idéologie de ce qu'on a appelé le Huanglao. Du début des Han, elle va vous expliquer elle-même tout de suite ce qu'elle entend par là. Et c'est là que nous voyons donc se former une très intéressante convergence de la pensée dite taoïste et de la pensée ritualiste habituellement qualifiée de confucéenne. Alors, je voudrais vous lire à ce propos un extrait du résumé de la thèse de Anna Seidel, qui est paru donc sous la forme de ce volume intitulé « La divinisation de Lao Tzu dans le taoïsme des Han ». Donc le volume est paru en première édition en 1969 aux éditions de l'EFEO, de l'École française d'Extrême-Orient, mais lui aussi, comme c'est vraiment un travail qui a fait date, il a été également l'objet de rééditions nombreuses sous diverses formes. Alors, la thèse qui a servi de base à ce volume, qui porte le même intitulé, a été présentée donc en 1967 au titre du diplôme de l'École pratique des hautes études, le PHE, et a été préparée sous la direction, je le disais, du professeur Maxime Kaltenmark. Alors, dans son résumé, Anna Seidel dit ceci: la divinisation de Lao Tzu s'opéra du fait de l'association du sage, c'est-à-dire Lao Tzu,
Ici, vous reconnaissez donc une autre forme de transcription. Actuellement, en pinyin, on a l'habitude de voir Laozi orthographié L-A-O-Z-I. Ici, vous avez justement l'ancienne transcription dite Efeo, justement. Donc, la divinisation de Laozi s'opéra du fait de l'association du sage, Laozi, avec Huangdi, l'empereur jaune, l'empereur idéal de l'âge d'or primordial, l'un et l'autre étant en effet les patrons du courant taoïste du Huanglao, c'est-à-dire de la combinaison de Huangdi, empereur jaune, et Laozi. Donc ce courant Huanglao avait préconisé au début de l'empire Han un art de gouverner qui faisait coïncider la sainteté du sage taoïste, c'est-à-dire Laozi, avec celle de l'empereur. Or, cette école déclina au moment où le confucianisme devint doctrine officielle d'État, sous les Han antérieurs. Leur évincement de la scène politique entraîna chez les taoïstes un changement de perspective. La vertu de l'empereur idéal, c'est-à-dire Huangdi, ne fut désormais plus incarnée dans le Fils du ciel, mais dans le maître des empereurs, c'est-à-dire Laozi, prototype de tous les sages conseillers. Et c'est l'époque, justement, où se forme la religion taoïste populaire, calquée, on le sait, sur la structure bureaucratique de l'Empire. Là, on se rappelle les travaux de Jean Lévy à ce propos. En adoptant Laozi pour Dieu suprême, cette église taoïste, selon notre hypothèse, se posait donc à la fois comme rivale et comme complément du pouvoir impérial. Et Anna Seidel conclut en disant ceci: la trame de nos réflexions a été, en définitive, la polarité entre la sagesse et son application dans la société. Le conseiller du pouvoir devient un dieu céleste aux yeux de ceux qui voient échouer leur espoir d'une application politique de la sagesse taoïste. Dans la secte des maîtres célestes, c'est-à-dire le Tianshi Dao, qui vit en bonne intelligence avec les dynasties régnantes, Laozi divinisé devient, en la personne de son représentant, un maître céleste de l'empereur terrestre. En revanche, dans les courants hétérodoxes, on attend son retour pour instaurer le règne de la sagesse dans un gouvernement théocratique. Ce leitmotiv politico-religieux concorde bien avec la pensée taoïste des Han et même avec celle des mystiques. C'est une variation sur le thème de, ouvrez les guillemets, l'art d'être intérieurement un saint et extérieurement un roi. Il s'agit de la fameuse formule du Zhuangzi Nei Sheng Wai Wang, thème central de la philosophie éthique et politique des Chinois. Alors là, il me semble important de nous arrêter un petit peu sur cette formule Nei Sheng Wai Wang, c'est-à-dire donc cette façon d'être à l'intérieur un Sheng, c'est-à-dire un sage suprême, et à l'extérieur donc un roi ou un souverain. Donc cette combinaison, je parlais tout à l'heure d'homologie, entre l'ordre éthique de la culture de soi et l'ordre politique de l'art de gouverner. Alors, je voudrais à ce propos vous montrer donc le passage dans lequel cette formule intervient dans le Zhuangzi, et c'est pour moi l'occasion. Je suis ici aussi pour mettre en avant les travaux de mes collègues. C'est ici l'occasion pour moi
de rendre un hommage, même s'il est encore vivant, Dieu merci, à Jean Lévy, que vous avez ici en photo sur la couverture d'un de ses romans, Le Grand Empereur et ses automates. Alors Jean Lévy, à ne pas confondre avec André Lévy, dont je vous citais la traduction du Mencius la dernière fois. Donc André Lévy, ça s'écrit avec un E accent aigu Y, alors que Lévy, ici, c'est E, l'accent sur cette couverture est erroné, il n'y a pas d'accent, et ça se termine avec un I, puisque Jean Lévy donc, descend de cette fameuse famille d'intellectuels italiens piémontais, de Turinois. Il est lié par la famille donc à la grande famille de Natalia Ginzburg, et c'est le cousin du grand historien Carlo Ginzburg. Donc moi je maintiens que Lévy s'écrit sans accent, puisque c'est un nom italien. Et donc, Jean Lévy est un très grand traducteur, comme l'autre Lévy, devant l'Éternel, mais sur un domaine très, très différent, puisque lui a beaucoup traduit de textes de l'Antiquité pré-impériale, en particulier des auteurs légistes, comme le Reinfeldt ou le Shangyang. Et il est aussi l'auteur d'une traduction complète du Zhuangzi en français, que vous avez à droite de la diapositive, qui est paru en première édition aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Bon, le nom de l'éditeur est lui-même très zhuangzien, donc c'est en 2006, et qui a fait l'objet d'une réédition donc en 2010, et je tiens que cette traduction, c'est la meilleure que je connaisse jusqu'à maintenant en français. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Lévy est un très grand traducteur parce qu'il fait passer véritablement la rampe au texte chinois, sans toujours se soucier tellement de la littéralité du texte, même si il s'est lui-même aventuré à traduire plusieurs textes dans notre collection de la bibliothèque chinoise, des budets chinois, des belles lettres, où là vous avez le texte chinois en vis-à-vis, où là on s'aperçoit que les traductions de Jean Lévy ne sont pas attachées à la lettre, mais plutôt à l'esprit du texte. Et alors donc, il traduit ainsi le début de ce chapitre 33 du Zhuangzi, qui est le dernier chapitre de l'édition actuelle du Zhuangzi et qui s'intitule Tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. Et Jean Lévy traduit à sa manière « Ainsi va le monde », où il ajoute un sous-titre « Les écoles au temps de Maître Zhuang ». Alors, vous avez ici, donc, c'est le tout dernier chapitre. Vous savez sans doute que le texte du Zhuangzi a connu une histoire assez compliquée, comme beaucoup de textes de l'Antiquité chinoise. On sait que c'est un texte, en tout cas, qui a été largement trafiqué, si vous me passez l'expression, et que donc il y a en fait des chapitres où on entend très nettement la voix de Maître Zhuang, alors que dans d'autres, on l'entend beaucoup moins, c'est-à-dire on se demande si ce ne sont pas des passages interpolés. Ici, disons que le passage en question ne vaut pas tellement comme justement parole de Maître Zhuang. C'est un chapitre qui fait la synthèse justement de cette antiquité pré-impériale. Alors, Jean Lévy donc traduit ainsi nombreux
sont ceux qui, à travers l'Empire, c'est comme ça qu'il traduit Tianxia, prônent une doctrine ou une méthode particulière. Tous prétendent détenir la vérité. Tous proclament que leur théorie est parfaite et qu'on ne peut rien y ajouter. Mais alors, où réside ce que les anciens appelaient le Tao et ses techniques? Je dirais partout. Et si vous me demandez d'où proviennent les entités spirituelles, d'où surgissent les esprits lumineux, qu'est-ce qui donne naissance aux saints et permet l'avènement des rois? Je répondrai, et là vous avez l'expression surlignée en rouge, ils procèdent tous de la même source unique. Donc ici, ce que fait ce chapitre 33, c'est d'évoquer donc une sorte d'âge d'or où vous aviez une sorte d'unité du Tao, d'où procédait justement la multiplicité des écoles de pensée. Ensuite, le texte continue en disant ceci: « Est homme céleste celui qui ne s'est pas détaché de l'ancêtre primordial, homme divin celui qui ne s'est pas détaché des essences subtiles, homme accompli celui qui ne s'est pas détaché de l'authenticité. On appelle saint celui qui, ayant pris le ciel pour ancêtre, la vertu pour fondement, le Tao pour porte, s'est détaché de la ronde des transformations. Sage celui qui, tout imprégné de bienveillance et d'humanité, répand ses bienfaits par charité, fait régner l'ordre par esprit de justice, règle sa conduite sur le rite et assure l'harmonie grâce à la musique. » Là, on reconnaît le portrait du parfait sage confucéen. Les attributions des fonctionnaires se bornent aux 4 tâches suivantes qui déterminent leur place dans la hiérarchie. Fixer les statuts par les lois, assigner des devoirs par des titres, examiner les cas par confrontation des témoignages, prendre des décisions après examen, vaquer à ses occupations quotidiennes, se préoccuper essentiellement de se nourrir et de se vêtir, avoir à cœur de produire et d'engranger afin de pourvoir à l'entretien des enfants et des vieillards, d'assurer la subsistance de la veuve et de l'orphelin, telles sont les attributions du peuple. Donc là, vous avez encore une fois le schéma habituel du peuple qui, lui, en fait, travaille de ses mains pour subvenir donc aux besoins de l'humanité. Alors, les anciens n'étaient-ils pas des hommes vraiment complets, eux qui s'associaient aux entités transcendantes et aux esprits lumineux, eux qui étaient les pères du ciel et de la terre, eux qui nourrissaient les 10 000 êtres, harmonisaient l'univers et dispensaient au peuple de l'Empire la rosée de leurs bienfaits. Ils avaient la claire compréhension des principes fondamentaux sans négliger les applications concrètes, etc., etc. Donc ensuite, le texte passe par l'énumération justement des grands textes classiques, le livre des odes, le livre des documents, le livre des rites, le livre de la musique, et tout cela donc nourrissait justement tout ce que les humains pouvaient penser. Les odes expriment les désirs, les documents, les faits et gestes, les rites, les conduites, la musique, l'harmonie, les mutations, le mouvement du yin et du yang, les printemps et automnes, c'est-à-dire le Chunqiu, donc les qualifications et les rangs. Leur enseignement s'est répandu à travers le monde, partout sous le ciel, donc, et a été particulièrement cultivé dans les vieilles principautés du milieu, c'est-à-dire donc les fameux Zhongguo. Encore maintenant, il arrive qu'il soit cité par les tenants des différentes écoles. Alors ensuite vient un second moment, c'est-à-dire le moment où cette unité primordiale est rompue, c'est-à-dire lorsque l'Empire, le Tianxia, sombra dans l'anarchie.
les saints et les sages, se trouvant dans l'incapacité de faire rayonner la vraie voie, hein, l'unité du Tao a été perdue de vue. Là, vous avez l'expression surlignée en rouge, Tao de Puyi, c'est-à-dire donc le Tao et sa puissance, hein, ne sont plus un. Ça, c'est le moment tragique, hein, de cette perte de l'unité originelle. Et j'en viens tout de suite, pour ne pas être trop longue, donc, à cette formule que vous avez surlignée en rouge à la fin du paragraphe, donc Nei Sheng Wai Wang, c'est-à-dire donc c'est cette voie qui donc traite à la fois de la sainteté intérieure et de la royauté extérieure, et c'est donc cette voie qui s'est perdue et semble définitivement occultée. Alors, cette double dimension de la sagesse intérieure et de la royauté extérieure, c'est quelque chose qui a été largement repris par ceux qu'on a appelés donc les nouveaux confucéens contemporains. À partir donc du début du XXe siècle, vous avez cette renaissance de la pensée confucéenne, mais on pourrait dire en fait revisitée à la lumière à la fois du bouddhisme et de la philosophie occidentale. Vous avez par exemple des grands noms au sein de ce nouveau confucianisme contemporain, comme le philosophe Mo Zhongshan, dont a beaucoup parlé mon collègue défunt Joël Toraval, lui aussi décédé prématurément, et Mo Zhongshan qui a donc en fait tenté cette alliance assez audacieuse, hein, entre l'éthique kantienne, hein, l'éthique du philosophe allemand Kant, et justement de la tradition confucéenne. Et c'est donc Mo Zhongshan qui a fait grand cas justement de cette double dimension du confucianisme, qui est à la fois tournée vers l'intérieur, c'est-à-dire ce que Confucius appelle le zhong, l'exigence envers soi-même, hein, l'exigence éthique, et la royauté extérieure, c'est-à-dire l'art de gouverner, hein, avec justement ce grand principe également de Confucius, le shu, c'est-à-dire donc avec bienveillance. Hein. Voilà un petit peu, vous voyez comment se dessine un paysage où finalement la grande distinction entre ce qu'on a appelé les écoles de pensée, entre le taoïsme d'un côté et le confucianisme de l'autre, n'est plus aussi nette qu'on l'a toujours pensé. Alors, nous reprenons la semaine prochaine, si le Bouddha nous prête vie et surtout si les virus nous épargnent, sur cette question du 1 dans sa relation avec le Tao. Merci.